Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Parlons laïcité. Émission que nous enregistrons aujourd'hui 1er juin, jeudi 1er juin de 17h à 19h comme d'habitude. Et puis, exceptionnellement, aujourd'hui, la MJC Simone Signoret nous accueille. Nous sommes hors les murs et donc c'est une première. On remercie notre présidente de la MJC qui est présente dans la salle de nous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, on reçoit Laurent Kupferman. Alors, Laurent Kupferman est un écrivain essayiste qui écrit énormément d'ouvrages et scoop, ou tellement pas si un scoop que ça, c'est grâce à lui que Joséphine Baker a été panthéonisée. Et il va nous parler de tout ça. Bonjour Laurent. Bonjour Jérémy. Eh ben, enchanté de t'avoir. Donc, comme d'habitude, on va lui donner une heure pour nous parler du sujet. Laurent, tu as la parole. Merci. Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Alors, d'abord, je voulais vous remercier toutes, parce que vous êtes quand même majoritaires, et tous, d'être venus ce soir pour évoquer un sujet qui est extra. Moi, monsieur Jérémy a été un peu flatteur dans sa présentation quand il a dit que j'ai écrit énormément de livres. J'en ai écrit quelques-uns, mais j'ai beaucoup écrit, notamment sur la République française. Qu'est-ce que ça veut dire la République française? Et s'il y a bien quelque chose qui est au cœur du pacte républicain, c'est évidemment la laïcité. Je vais l'aborder de manière un tout petit peu historique et ensuite je parlerai quand même d'une femme qu'il a aussi évoquée dans son propos liminaire, qui m'est chère, vous l'avez compris, c'est Joséphine Baker, parce que Joséphine, elle incarne, je crois, non pas la laïcité, parce que sur ces questions-là, elle était américaine, donc elle est née aux États-Unis, donc, mais elle incarne les autres valeurs de la République qui sont pas moins importantes et qui sont proclamées dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. C'est une femme qui incarne réellement, je le crois, ces valeurs-là. C'est une femme qui a incarné ces valeurs au point d'être rentrée dans l'histoire de France, ce qui n'était pas écrit à sa naissance. Voilà. Je vais pas, vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par un petit propos sur la laïcité, petit propos historique. Dans un ouvrage que j'ai écrit avec Emmanuel Pierrat et qui est ressorti il y a un an, j'évoque la laïcité pour dire que la laïcité, d'abord, c'est quoi? C'est la liberté, c'est l'émancipation, c'est la possibilité de se réaliser. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle figure en bonne place dans les institutions de la République française. Depuis 1946, elle est même affirmée dans le premier article de la Constitution qui dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cet article est repris dans la Constitution de 58. Donc la laïcité, c'est un principe de vie en commun et de citoyenneté. Comme ça avait été dit par Daniel Morfoy, qui est un intéressant penseur, et qui disait que la laïcité a partie liée avec la liberté, l'égalité et la fraternité.
La laïcité, ça n'est pas seulement une modalité de résolution des inévitables tensions entre le politique et le théologique, c'est aussi la garantie de la liberté de conscience, qui est un fondement pour les philosophes et qui est un fondement de toutes les autres libertés. Je crois vraiment que dans un moment où il y a une régression dans le monde entier de toute notre conception de ce qu'est la liberté, la laïcité, c'est vraiment un outil intellectuel et pratico-pratique qui célèbre et qui rend la liberté concrète dans la vie quotidienne. C'est vraiment, c'est un outil dont nous, évidemment, je parle devant des gens convaincus, mais c'est un outil dont nous devons faire sans arrêt la promotion, parce que c'est réellement un outil qui est formidable intellectuellement et dans la vie quotidienne. C'est un outil qui vous a permis à toutes et à nous tous de trouver des libertés qui sont en péril aujourd'hui. Vous regardez ce qui se passe du fait de la résurgence, hein, du fait religieux dans une version un peu orthodoxe. Et toutes les religions sont frappées. On parle de l'islam parce que dans l'actualité, c'est la religion qui est la plus en pointe sur cette lutte contre la laïcité. Mais il n'y a pas que l'islam. Il y a aussi toutes les religions sont dans une puissance de revendication de ce désir de revenir dans le champ politique duquel elles ont été exclues, du moins poussées par le fait par l'évolution de l'idée laïque. Et ça, c'est très préoccupant. Ça, et ça sera, je crois, un combat qui ne cessera jamais. Il faut pas imaginer que on va y arriver en constitutionnalisant. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est vraiment, ça sera un combat quotidien et qu'il va falloir transmettre aux générations les plus jeunes, celles qui sont le moins sensibilisées par ces questions ou qui ont le sentiment que la laïcité, c'est quelque chose qui va à l'encontre de leur liberté individuelle, puisque j'ai vu que c'était le titre qui était marqué sur le petit papier que nous a donné notre ami Jérémy. Revenons quand même un moment à l'histoire, parce que c'est quand même ce qui fait partie de notre commun, l'histoire. Alors, ce sont des philosophes, évidemment plus particulièrement ceux des Lumières, qui posent les premiers jalons. Alors, de la laïcité, ça s'appelle pas encore comme ça, mais c'est l'articulation du religieux au politique. Et c'est un fait divers sordide qui donne l'occasion à des philosophes de s'exprimer sur cette question de l'émancipation par rapport aux faits religieux. Le 9 août 1765, un crucifix qui ornait le pont Neuf d'Abbeville est mutilé. Alors l'émotion populaire est réelle, et l'évêque d'Amiens décide de faire un exemple, et il ordonne aux fidèles de révéler tout ce qu'ils pourraient savoir sous peine d'excommunication. Alors les curés haranguent pendant les messes. Il y a une pression qui est mise sur les populations pour qu'elles désignent un responsable ou qu'elles donnent des informations pour essayer de savoir qui a profané, entre guillemets, ce crucifix du pont Neuf d'Abbeville. Et 3 noms sont cités, mais un seul va retenir l'attention des pouvoirs publics de l'époque. C'est celui de François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, qui habite chez sa tante, qui est d'ailleurs abbesse de Villancourt.
les forces ça s'appelle pas police, mais enfin bon, peu importe, les enquêteurs arrivent chez cette abbesse, perquisitionnent et chez le chevalier de la Barre, et qu'est-ce qu'ils trouvent? Bon, 2 livres érotiques, mais enfin c'est son âge, j'ai envie de dire, et puis un dictionnaire philosophique, celui de Voltaire. Alors évidemment, vous comprenez que là, c'est formidable pour celles et ceux surtout ceux qui sont contre ces idées nouvelles, et j'ai envie de dire que là, ils font une pierre 2 coups. D'un côté, ils vont résoudre cette question de la profanation de cet édifice religieux. Et en plus, la Barre était connu pour être un homme qui était connu dans son là où il habitait pour être un homme qui avait une certaine liberté de pensée. Il est arrêté, il est torturé et il est condamné à mort dans des conditions atroces. Parce qu'on lui tranche d'abord la langue, puis le poignet, puis il est décapité à l'épée, puisque c'est un aristocrate, et son corps est brûlé avec son exemplaire du dictionnaire philosophique. Il avait 19 ans, la Barre. Donc, Voltaire s'engage, non pas à essayer de le sauver, il est mort, mais à essayer de le réhabiliter. Et ça fera l'objet de grandes publications, de grands débats sur le sort terrible qui a été réservé à la Barre. Alors évidemment, individuellement c'est horrible. En même temps, ça sera un homme qui, du fait de ce qu'il a vécu de manière atroce, cela lui permettra ça permettra à tous ces intellectuels, le mot n'existe pas encore, mais c'est pour vous représenter un peu le combat de ces penseurs, de ces philosophes, ça permettra de sensibiliser les opinions et les dirigeants sur ce fanatisme religieux qui conduit à cette décapitation dans des conditions terribles. C'est donc une première rupture dans le principe du droit divin qui règne absolument sur le monde à cette époque. D'ailleurs, la Révolution qui arrive quelques temps après ne s'y trompe pas. Ça permettra de mettre en place une deuxième rupture, notamment grâce à deuxième rupture dans ce principe du fait religieux dominant par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui stipule dans son article 2. Alors ça peut nous paraître très en retrait par rapport à la loi de 1905, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. C'est énorme, cette déclaration, cet élément de la Déclaration des droits de l'homme, parce que tout le prémisse de la loi de 1905 est là exposé. Bon, ensuite, il y aura un autre élément qui est la rupture, le retrait plutôt de l'état civil des mains du clergé. Ça aussi, ça peut paraître un peu petit, mais c'est considérable parce que c'est ce qui détermine l'état civil, c'est ce qui détermine le premier moment de la citoyenneté. Condorcet dira aussi, excusez-moi, hein, j'essaye de retrouver des citations que je trouve que j'avais choisies dans le livre. Condorcet dira que la Constitution, en reconnaissant le droit à chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre tous les habitants de France, ne permet pas d'admettre dans l'instruction publique un enseignement qui donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Ça paraît aussi très technique, mais c'est énorme ce pas en avant qui est fait.
ça aboutira à la loi de 1882, qui est les lois dites Ferry, qui retire le monopole de fait, en tout cas, qu'avaient les religieux, principalement les catholiques, mais pas uniquement, sur l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est quand même aussi ce qui permet cette émancipation, qui est la clé de voûte, si j'ose dire, de la République française. Et cet enseignement, jusqu'en 1882, était aux mains des religieux. Ils n'enseignaient pas spécifiquement le droit de douter, vous l'imaginez bien. Et quand je dis ça, vous avez bien compris que je suis légèrement sarcastique. Donc, l'Empire instaure le Concordat, qui met un frein au mouvement de déchristianisation qui avait été amorcé par la Révolution, mais les acquis révolutionnaires restent quand même à peu près sauvés, le divorce, la liberté de culte. Et si la religion catholique, apostolique et romaine est confortée dans son rôle de religion majoritaire, elle n'est pas pour autant rétablie dans son rang de religion d'État. Donc il y a eu vraiment un pas en avant qui est fait après la Révolution, et même l'Empire, et même la Restauration, qui pourtant, la Restauration redonne presque tout ce qui est. Enfin, la Restauration est évidemment une régression sur le point de cette liberté de conscience. Néanmoins, c'est une régression qui restera provisoire. Alors arrive la Révolution de 1848. C'est une révolution qui se passe en France, mais qui ne se passe pas qu'en France. C'est un peu comme, alors comparaison n'est jamais raison, mais la révolution, on devrait dire les révolutions de 1848, un peu comme les printemps arabes, mais ça se passe en Europe, et on a un désir qui s'empare des peuples européens, de plus une soif de liberté. Ce qui avait été mis en avant par la Révolution française et l'ensemble des révolutions à travers l'Europe, qui avait régressé du fait la liberté n'est jamais acquise, comme je vous l'ai dit au début, c'est toujours un combat, et ça avait régressé, mais en 48, il y a vraiment un désir extrêmement fort, et en France, ça se traduit. Alors, pas très longtemps, mais c'est de manière très importante, c'est la Révolution de 1848 qui instaure la Deuxième République. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien la Deuxième République, d'abord parce que c'est une république qui est un peu tombée dans l'oubli. Or, c'est une république qui instaure des choses qui sont tout à fait fondamentales. D'abord, le suffrage universel masculin, c'est vrai. Il n'est pas totalement complet, mais suffrage universel masculin, ça fait passer le corps électoral de 250 000 électeurs à 9 millions. C'est quand même pas rien. Ça fait évidemment, la Deuxième République, elle inscrit dans le marbre quelque chose de extrêmement fondamental pour les libertés individuelle, c'est l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition de l'esclavage, notamment du fait de l'engagement de Victor Schœlcher, qui est un personnage qui est un peu décrié en ce moment avec vous savez, c'est très à la mode de vouloir cracher sur l'histoire et vouloir déboulonner les statues. Mais Schœlcher est un personnage tout à fait fascinant. Il n'a pas reçu d'éducation. C'est pas un bon élève, voilà. Bon, c'est pas très grave. Ça l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait, d'être entré dans l'histoire. C'est le fils de porcelainier, donc il vient d'une famille plutôt bourgeoise. Et puis, comme ses parents voient qu'il n'est pas complètement un très très bon penseur, ils l'envoient à Cuba. Ils l'envoient, qui est pas un régime tel qu'il est aujourd'hui, il l'envoie aux États-Unis d'Amérique pour faire en fait, pour être
un représentant commercial de la fabrique de porcelaine, et ce qu'il fait d'ailleurs plutôt bien, et il se rend compte de quelque chose en arrivant sur place, il se rend compte de ce qu'est l'esclavage de manière concrète. Donc, il passera pas plusieurs étapes, hein, Schœlcher. Il sera pas tout de suite un partisan de l'abolition. Et en cela, c'est pas inutile d'avoir un regard critique sur son parcours. Mais c'est pas parce que il n'a pas tout de suite été un abolitionniste que son parcours n'est pas intéressant. Il avance au fur et à mesure. Au début, il est pour le fait d'améliorer les conditions de vie des esclaves. Il pense que si on abolissait spontanément, immédiatement l'esclavage, il y aurait un collapse de l'économie. Au fur et à mesure, il se rend compte que cette position est inepte, il avance et il aboutira intellectuellement à demander et à porter la loi de 1848 qui abolit l'esclavage. C'est avril, je crois, de mémoire, 1848, qui abolit l'esclavage. Ça aussi, c'est quelque chose qui était à mettre au crédit de la Deuxième République. Il y a autre chose, c'est la liberté de la presse. Voilà, ça paraît rien, mais c'est fondamental. Sans liberté de la presse, vous ne pouvez pas diffuser des idées nouvelles. Ça aussi, c'est la laïcité, les idées nouvelles. Donc, il y a quelque chose qu'on a signalé dans le livre et qui me plaît de vous rappeler ce soir, c'est qu'il était autorisé aux femmes à l'époque de financer un journal, mais pas de le diriger. Voilà. Je pense que chacune et chacun se fera un plaisir, entre guillemets, de encore de ces contradictions, de cette inégalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a 1848, il y a, à l'occasion de la loi Fallou, qui est une loi qui veut faire cristalliser, on va dire, l'enseignement catholique. Il y a un homme qui est formidable, qui est Victor Hugo, et qui prend la parole à l'Assemblée, et je vais vous le citer, parce que on avait cité Victor Hugo, et je trouve que c'est formidable. Quand il parle de la loi Fallou, il dit « Je ne veux pas de la loi Fallou. Pourquoi ? Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n'est rien par elle-même, elle n'existe que par la main qui la saisit. Or, quelle est la main qui se saisira de cette loi ? Là est toute la question. C'est la main du parti clérical. Messieurs, je redoute cette main, je veux briser cette arme, je repousse ce projet, car nous connaissons le parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de service. C'est lui qui monte la garde à la porte de l'orthodoxie. C'est lui qui a trouvé pour la vérité ces deux étés merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous les pas qu'a fait l'intelligence de l'Europe, elle les a fait malgré le parti clérical. Son histoire est écrite dans l'histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. Voilà déjà longtemps que la conscience humaine se révolte contre vous et demande « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Voilà longtemps déjà que vous essayez de mettre un bâillon à l'esprit humain et vous voulez être les maîtres de l'enseignement. Il n'y a pas un poète, il n'y a pas un écrivain, il n'y a pas un philosophe que vous n'acceptiez. Et tout ce qui a été écrit, trouvé, rêvé, déduit, éliminé, inventé par les génies, le trésor de la civilisation, l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des intelligences, vous le rejetez. Si le cerveau de l'humanité était là, devant vos yeux, à votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures. Et vous réclamez la liberté d'enseigner, tenez, soyons sincères, entendons-nous sur la liberté que vous réclamez,
c'est la liberté de ne pas enseigner. Moi, je trouve que ces lignes, qui datent de 1848, elles sont extrêmement modernes. Elles résonnent aujourd'hui avec ces libertés individuelles, celles des femmes, bien entendu, mais pas uniquement, celles des minorités sexuelles aussi, qui sont menacées par ce reflux du fait religieux qui veut à nouveau s'inscrire dans le champ politique. Je crois qu'ici, vous êtes toutes et tous conscients et sensibilisés à cela. Il y a un homme aussi dont je voudrais parler, qui est Ferdinand Buisson, parce que Ferdinand Buisson, c'est un homme que je trouve tout à fait extraordinaire, qui était... on parle beaucoup de Ferry à juste titre, mais puisque c'est Ferry qui a porté sur la loi qui permet l'émancipation par l'instruction, mais c'est quand même l'homme qui était à la manœuvre, c'est Buisson. Et Buisson, alors Buisson c'est il est protestant à l'origine, et c'est un républicain très engagé, et je cherche le discours que je voulais vous citer, dans lequel il intervient. Il est professeur de pédagogie à la Sorbonne, il est à la Ligue des droits de l'homme du temps de sa grande époque. Il est aussi un membre éminent de la Ligue de l'enseignement. Et il a été, Ferdinand Buisson, il a reçu en 1927, on l'oublie souvent, le prix Nobel de la paix pour service rendu à l'humanité. Alors on l'oublie parce qu'en fait il a été co-prix Nobel de la paix. Il l'a pas eu entièrement. C'est un esprit libre dans un monde libre. C'est un homme qui a posé l'ensemble des éléments qui permettront à la loi Ferry de s'inscrire, aux lois Ferry, puisqu'il y en a plusieurs, de s'inscrire dans la réalité pratico-pratique de l'instruction et puis plus tard de l'éducation nationale. Alors, évidemment, je pourrais vous parler de Combes aussi. Ben, je vais vous parler de Joséphine, puisque je pense que en général, on me demande d'en parler. Pourquoi je vais vous parler de Joséphine? Non pas pour la laïcité, parce que c'est pas quelque chose qui était... elle n'a pas apporté grand-chose à l'idée de laïcité, faut pas mentir. Bon. Mais en revanche, elle incarne énormément cette idée d'émancipation. On n'est quand même pas loin de la laïcité, là, hein. Donc, Joséphine, elle est née, c'est bientôt son anniversaire, elle est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, dans une famille extrêmement modeste. Là aussi, on revient quand même à cette idée de laïcité, ce bien commun. Elle naît, mais quand je vous dis modeste, c'est extrêmement modeste, c'est-à-dire elle est obligée à l'âge de 8 ans de travailler, en plus de sa scolarité, pour donner à manger à ses petits frères et sœurs. Donc elle devient femme de ménage dans des maisons de familles américaines blanches, parce que Joséphine, elle est métisse. Elle est née dans un ghetto noir. Et elle est née dans un pays, les États-Unis d'Amérique, qui pratique à cette époque la discrimination raciale. Ça veut dire qu'il y a des autobus pour les blancs, des autobus pour les noirs, des écoles pour les blancs, des écoles pour les noirs, des églises pour les blancs, des églises pour les noirs, que toutes les vies sont cloisonnées. Là aussi, on revient quand même à l'idée de laïcité, cette idée qu'il faut séparer les gens en fonction de leur naissance, qu'il faut pas les réunir dans quelque chose qui est universel, c'est-à-dire dépasser les singularités et aller se rattacher en se souvenant qu'on est toutes et tous issus du genre humain. Cette idée de fraternité universelle, ça sera au cœur du parcours de Joséphine Baker, et c'est la raison pour laquelle je crois
Elle est entrée à la fois au Panthéon, bien sûr, avec 81 personnes de l'histoire de France. C'est pas rien. Mais elle est surtout rentrée dans notre histoire. Et dans les conférences que je peux faire dans les lycées, dans les collèges, moi, je suis très frappé par l'intérêt qu'ont les enfants, les jeunes, pour cette femme qu'ils ne connaissent pas. Et ils arrivent à se projeter, probablement parce qu'elle leur parle. C'est une femme simple, Joséphine, qui a toujours été accessible et qui fait un métier qu'ils peuvent comprendre. Parce que quand vous dites Germaine Tillion, sociologue, même si c'est formidable le travail de Germaine Tillion, et elle a absolument mérité son entrée au Panthéon, comme Geneviève Antonios de Gaulle. Mais néanmoins, c'est plus compliqué pour les élèves de se projeter dans ce parcours. Mais je reviens. Donc elle est dans ce pays qui pratique la discrimination raciale. Elle est aussi dans une famille dans laquelle elle ne trouve pas sa place, justement parce qu'elle est métisse. C'est-à-dire que sa mère trouve qu'elle est trop blanche, sa grand-mère trouve qu'elle est trop noire. Vous voyez, il y a cette difficulté qui lui est propre et en même temps à laquelle on peut tous penser. Ça, quelque part, il y a quelque chose qui résonne chez tout le monde lorsqu'on dit ça. Et alors je vais accélérer parce que sinon je peux vous en parler pendant 3 heures de Joséphine. Et donc Joséphine, elle prend son destin en main en devenant artiste. C'est le seul moyen qu'elle trouve pour se réaliser. Elle va dans une troupe où elle peut travailler en tant que femme métisse, c'est pas si simple que ça. Ça finit par bien marcher, même si au début elle doit franchir des obstacles qui lui pensent qu'elle est trop petite, qu'elle est trop maigre ou trop ronde, enfin voilà, les obstacles que vous devez toutes connaître lorsqu'on veut pas vous faire travailler. Mais elle franchit les haies une par une et elle finit par arriver dans une troupe qui est à Philadelphie. Elle va dans cette troupe qui va à New York et à New York elle commence à avoir un petit succès. Alors elle n'est pas Joséphine Baker, non, qu'elle aura avec son deuxième mari qu'elle épouse à 14 ans. Je précise ça parce que c'est ça aussi la laïcité, ça, voilà, vous voyez, ça nous fait quand même. Alors pourquoi elle épouse Willie Baker, puisque c'est son nom? D'abord, c'est parce c'est une manière pour elle de quitter le giron familial et de se séparer de son premier mariage qu'elle avait fait à 13 ans avec Willie Wells, qui était alcoolique et qui la battait. Vous voyez, Joséphine, tout ce qu'elle porte symboliquement, et ce qui quand même peut aussi nous parler, même si on n'est pas dans le cœur du sujet, on y est quand même. Parce que cette difficulté pour les femmes à cette époque et toujours aujourd'hui, certains le voudraient, d'être dans cet idéal d'égalité, dans cet idéal d'émancipation, elle était tout à fait réelle dans la vie de Joséphine. Et donc elle épouse Willie Baker, elle va à New York, elle a un petit succès, et puis une femme, Madame Reagan, qui n'a rien à voir avec le président qu'on va connaître, mais qui est l'épouse du chef de la légation américaine à Paris, va à New York parce qu'elle veut monter pour le Théâtre des Champs-Élysées un spectacle qui s'appelle La Revue Nègre. Alors pourquoi La Revue Nègre à Paris? Il y avait eu lors du premier conflit mondial un envoi de troupes américaines dans lesquelles il y avait énormément de soldats afro-américains. Et ça avait, alors plus évidemment le fait colonial, bien entendu, mais ça avait créé une appétence pour la culture afro-américaine. Donc il y avait une mode de la culture afro-américaine à Paris. Tous les grands artistes et intellectuels s'étaient emparés de ce sujet. Et du coup, le directeur du Théâtre des Champs-Élysées veut faire une revue nègre. Et Joséphine, elle est castée, elle est choisie à New York pour participer à cette revue qui est créée en 1925. Donc là, il va y avoir bientôt le 100e anniversaire de la revue nègre et le 50e anniversaire de la mort de Joséphine. Ça sera en 2025. Et donc là,
Moi, vous le savez déjà, du moins pour ceux qui connaissent son histoire, c'est un succès triomphal. Elle devient très vite l'icône du tout Paris, l'icône des intellectuels, mais elle est aussi, au même moment, victime d'une campagne de dénigrement des mouvements qu'on pourrait comparer à la Manif pour tous, si vous voulez, un exemple quotidien. C'est-à-dire que pour eux, ils font paraître des encarts dans la presse en disant « N'allez pas voir la vicieuse Joséphine Baker sur scène, elle est divorcée 2 fois, elle danse nue, elle n'est pas blanche. » Donc il y a vraiment 2 mouvements. D'un côté, il y a un mouvement très positif, très en faveur de Joséphine, on va dire chez les intellectuels, les artistes, bon. Mais chez les conservateurs et chez les ultras, le parti clérical, bon, si vous voulez, pour simplifier les choses, il y a un mouvement de rejet et que moi j'ai senti. Alors ça n'a pas été énorme parce que lorsqu'on a fait cette campagne pour l'entrée au Panthéon, il y a eu une ouverture des esprits. Il y avait un alignement des planètes. Je peux pas vous expliquer. En tout cas, ça s'est assez bien passé et assez vite passé. Néanmoins, il y avait quand même de la part de certains mouvements encore cette espèce de résonance. Quand même, Joséphine Baker, c'est une petite artiste. C'est une femme qui dansait nue sur scène. C'est une petite musique qui a été réduite au silence par les engagements de Joséphine Baker pendant la Résistance, par les engagements de Joséphine Baker. Bon, vous savez qu'elle est quand même, elle devient française en 37, Joséphine, quand elle épouse Jean-Léon Lévy, qui est un sucrier. C'est son 3e mari et c'est son 4e homme dans sa vie. Et quand elle épouse Jean-Léon Lévy, le 30 novembre 1937, c'est pour ça que cette date du Panthéon a été choisie, c'est le moment où elle devient française, elle épouse les valeurs de la République française. Elle n'épouse pas que Jean-Léon Lévy, elle épouse les valeurs de la République française, parce que quand elle arrive en France, Joséphine, elle découvre un pays, n'oubliez pas d'où elle vient, la discrimination raciale. Elle arrive en France, elle découvre un pays où un homme blanc, lorsqu'elle est descendue du train, lui a tendu la main, lui a souri, et c'est pour la première fois, elle s'est sentie une femme, une personne et non plus une couleur. Et c'est pour ça qu'elle tombe amoureuse de la France, de ses valeurs universalistes. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de racisme en France. Bien entendu qu'il y a du racisme en France. Dès qu'il y a 3 êtres humains, il y a du racisme, de toute façon. Et il y a de la discrimination. C'est comme ça, malheureusement. Et il faudra sans arrêt se battre contre ça. Néanmoins, elle arrive dans un pays dans lequel elle trouve une place. Et soyons fiers de ça. Soyons fiers de cette histoire. Soyons fiers de ces valeurs qui ont permis à des hommes et des femmes de réaliser leur destin. C'est la République du possible, Joséphine Baker. Alors, encore une fois, ne soyons pas naïfs. Tout le monde ne rentrera pas au Panthéon, tout le monde ne peut pas réaliser son destin de la même manière. Néanmoins, c'est ça qu'elle défend lorsqu'elle rentre en résistance. C'est ça qu'elle défend en ne collaborant même pas une seconde avec le régime de Vichy. Tout de suite, dès que le régime de Vichy est mis en place, elle quitte la capitale. Elle s'installe au Milan, donc en zone sud, en zone où il n'y a pas de collaboration. Pas tout de suite, du moins. Et tout de suite, elle fait d'abord de la résistance avec le capitaine Aptet. Donc elle fait de l'espionnage, comme c'est une star, elle a le droit de bouger, elle a le droit de circuler, et même d'ailleurs les douaniers lui demandent plus des autographes que ses papiers. Mais néanmoins, elle fait du renseignement, elle fait circuler des informations. Ça nous paraît un peu bébête aujourd'hui, mais il n'y a pas Internet, il n'y a pas les portables. Faire circuler une information, où sont les tanks, quels soldats étaient là, quel militaire ou quel ambassadeur était là, et qu'est-ce qui a été dit, c'est compliqué le renseignement à l'époque. En tout cas, c'est différent. Et elle joue ce rôle, elle prend des risques, parce qu'elle aurait pu être arrêtée,
lors d'un passage de frontière. Et si elle avait été arrêtée, elle aurait été fusillée sur l'heure. C'était pas l'époque où on s'embarrassait des questions de droits de l'homme. Donc c'est cet engagement pour la résistance, pour la France, pour la République française, c'est ça qui a été reconnu dans son entrée au Panthéon, comme a été reconnu aussi son engagement pour une deuxième cause qui célèbre l'égalité, c'est son engagement auprès de la LICRA en France, dont elle est ambassadrice. Elle sera tout le temps, la LICRA, c'est la Ligue internationale contre l'antisémitisme, qui deviendra la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont elle rentre en 27 à la LICRA. C'est pas un engagement de dernière minute, comme au moment où elle publie un livre qui s'appelle Mon sang dans tes veines. C'est en 30, Mon sang dans tes veines. Elle a 24 ans, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc elle s'engage pour cette valeur d'égalité. Liberté, elle fuit un pays dans lequel elle ne peut pas se réaliser. Égalité, lorsqu'elle s'engage contre le racisme, l'antisémitisme, quand elle est aux côtés de Martin Luther King pour la marche de Washington, qui est une marche qui est fondamentale pour l'histoire, bien sûr, des Afro-Américains, mais globalement pour l'histoire de l'humanité. C'est le moment où est affirmé quelque chose qui nous frappe tous, c'est I have a dream. C'est ce que dit Martin Luther King lors de la marche de Washington en 63, et Martin Luther King, il demande à qui d'être présent? Une femme, c'est la seule femme qui prendra la parole, c'est Joséphine Baker, et elle le fait comment? Elle le fait en uniforme de l'armée française, avec son uniforme de lieutenant, de sous-lieutenant, avec toutes les décorations qu'elle a eues, et croyez-moi, c'est pas des médailles en chocolat, il y a une de ces décorations, elle n'a été donnée qu'à 8000 personnes. Donc c'est réellement la consécration de cet engagement, de ce patriotisme pour un pays qui n'était pas le sien de naissance. Son combat pour la fraternité universelle qui est incarnée par sa famille, la tribu Arc-en-Ciel. Vous savez elle décide, elle a 50 ans quand elle décide d'adopter, 47 ans. Elle décide d'adopter des enfants venus des 4 coins du monde. Mais qu'est-ce qu'elle a dans cette idée de faire ça? Elle veut montrer que la maxime d'Antoine de Saint-Exupéry, que vous connaissez certains, qui est parfois gravée dans des murs, « Si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ». Elle veut montrer que cette maxime, ça n'est pas que du papier ou qu'une petite phrase gravée. Elle veut montrer que c'est possible d'arriver à vivre ensemble, de se rassembler, de se réunir, malgré nos singularités, parce que nous sommes toutes et tous différents, mais il est possible de se rassembler, de vivre ensemble et finalement d'incarner les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité, laïcité, puis j'ajouterai solidarité, et puis je crois que j'ai dit. Voilà. Parlons laïcité, le débat. Qui veut poser la première question? Alors, je voudrais juste, de ma toute petite connaissance dans ce domaine, j'ai suivi cette année et les années précédentes des cours avec un grand mot qui s'appelle la géopolitique à l'UTL, l'Université du Temps Libre, et il y avait des cours qui parlaient justement religion et politique, et un des derniers cours disait, je résume parce que j'ai pas relu mes cours et à mon âge on oublie beaucoup, donc j'ai un souvenir un peu léger. Il a été dit par le prof, les guerres de religion n'existent pas, ce sont uniquement des guerres politiques, la religion étant, on va dire, un habillage. Exemple, il parlait de la première croisade où le pape à l'époque, je ne saurais pas dire son nom, avait supporté ou avait eu le droit à l'époque les chrétiens, malgré la présence des Arabes, avaient le droit, c'était en 1000 et quelques, avaient le droit d'exercer leur religion. Or, c'était d'un seul coup les Turcs qui prenaient possession de la région. Et le prof expliquait qu'à ce moment-là, le pape, ne sachant pas quand même comment les Turcs allaient faire, c'était quand même pas des gens bien, d'un seul coup, il a décidé que qu'il fallait les faire les croisades. Voilà. Il expliquait ça comme ça. Et deuxième exemple, il parlait de la guerre d'Irlande du Nord.
dans laquelle, les catholiques étaient des paysans, on va dire, d'Irlande du Nord, et les protestants anglicans, des gens riches anglais. Donc, ils ramènent la religion à quelque chose qui permet que les gens s'engagent. Et ils nous disaient, rien ne mobilise autant de personnes que les religions. Et pas, même des grandes causes politiques, etc. Donc, je sais pas si c'est un rapport, mais voilà, c'est un peu, c'est un truc intéressant quand même. Pour moi, ça m'a beaucoup interpellé quand même, parce que on nous a tous appris à l'école les guerres de religion et donc et l'opposition entre les religions. Ça pose finalement la pierre angulaire, parce que sous l'aspect spirituel, parce qu'il y a une spiritualité dans le fait religieux, faut pas quand même diminuer, retirer ça. Mais au-delà de cette moi je suis pas hostile à la spiritualité, c'est important, ça permet de dépasser notre propre ego. Bon, et de se relier aux autres à travers le temps et l'espace, une chaîne d'union. Mais au-delà de ça, une fois qu'on a posé ça, il y a évidemment dans le fait religieux un désir politique, un désir d'avoir une emprise. Vous l'avez très bien souligné au travers de l'exemple que vous avez donné, des exemples. Mais aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux et on voit bien quand même les mouvements religieux. Je parle pas de vous individuels qui allez parfois peut-être le dimanche ici ou là ou un autre jour dans la semaine. Je parle des institutions. Il y a évidemment un désir politique derrière de peser sur la vie des êtres humains et en ce sens la laïcité est la liberté, en ce sens quand elle permet à chacune et à chacun d'entre nous de s'émanciper de cette pression du fait religieux. C'est pas la négation, hein, encore une fois. C'est d'ailleurs les textes sont clairs. Il n'y a pas d'interdiction des pratiques religieuses en France, contrairement à ce que certains voudraient laisser à croire. Et simplement, il y a une volonté, personnellement que je fais mienne, que je partage, qui est que nous ne soyons pas, nous restions le plus possible dans ce désir, cette aspiration à la liberté. Voilà. Donc à l'émancipation. Donc c'est quelque chose qui doit vous parler. Je pense particulièrement à vous, mesdames, parce que vous avez été exclus de cette idée d'émancipation jusqu'encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein. Donc vous êtes les premières victimes de ces régressions qui sont, vous n'êtes pas les seules, mais vous êtes les premières victimes de ces régressions qui sont celles portées par les religions aujourd'hui. Voilà. Bon, après il n'y a pas que les religions, mais enfin globalement, qui veut supprimer le droit des femmes à disposer de leur corps? Qui veut supprimer le droit pour les homosexuels à se marier? Les exemples, je pourrais vous en citer plein, vous les connaissez toutes et tous. C'est quand même globalement les religions, et j'insiste là-dessus, quelles qu'elles soient. Parce que il y en a une dont on parle le plus à juste titre, parce que c'est la plus agressive dans la vie citoyenne. Il y a des attentats, vraiment. Mais c'est pas la seule. On pourrait s'interroger sur le fait que les religions, quelles qu'elles soient minoritaires ou plus majoritaires dans certains pays, ont une arrière-pensée de s'insurger dans les gouvernements des pays et dans leur capacité d'être libres et comment dire, je trouve pas le mot maintenant, mais démocratique. Je partage totalement cette à la fois ce que vous venez de décrire et cette interrogation et cette crainte même. On ne sera jamais à l'abri de ça. Donc il faut arrêter d'être naïf, de croire que parce qu'on va faire tel acte politique ou tel autre acte politique, ça sera un problème qui sera derrière nous. Non, c'est un problème qui sera toujours récurrent et il ne faudra jamais baisser la garde. Alors bon, c'est peut-être fatigant, mais c'est comme ça. Je le crois. Moi, j'aurais voulu parler un peu de la liberté d'expression. Jusqu'où peut-on aller
au nom de la liberté d'expression. Alors, j'ai en tête un certain nombre de choses, et en particulier l'émission de France Inter ce matin qui parlait des problèmes rencontrés par Cyril Hanouna avec la haute autorité, etc., etc. A-t-on le droit de salir, de dire des fake news et d'être en toute impunité au nom de cette liberté d'expression sur une chaîne de radio, ou de télé plutôt, et quand on sait que les patrons qui possèdent cette chaîne sont quand même extrêmement sourds aux remarques faites régulièrement par la haute autorité. Alors, moi, je m'interroge. La liberté d'expression, oui, mais voilà. Vous avez entièrement raison de rappeler que la liberté d'expression fait partie de ces éléments de liberté qui ont été portés notamment par la Déclaration des droits de l'homme, mais dont on oublie toujours on cite toujours le premier morceau de la phrase. Et c'est pas une liberté absolue, la liberté d'expression. C'est un principe général qui a sa limite. Vous n'avez pas le droit de diffamer. Vous n'avez pas le droit en France du moins, de dire des choses qui relèvent du délit, c'est-à-dire dire des choses racistes, dire des choses antisémites, dire des choses sexistes. Donc ce sont des limites qui sont posées par la loi et qui sont dans le texte de 1789. Alors si moi on me dit que le texte de la Déclaration des droits de l'homme c'est liberticide, alors tout est liberticide, vous comprenez. Donc la liberté d'expression est un droit fondamental, mais qui a des limites qui sont posées par la loi. C'est ainsi que c'est posé par la Déclaration des droits de l'homme, qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Je veux ajouter, il y a une seule liberté qui est absolue, c'est la liberté de conscience. Mais pourquoi elle est absolue ? Parce que pour le moment, il n'y a pas de moyen d'aller chercher ce qu'on a dans la tête. Donc, ne soyons pas naïfs. C'est pour le moment une liberté absolue, jusqu'au jour où peut-être, j'espère que non, mais enfin, vu l'avancée de la technologie, il y aura peut-être je ne sais pas, enfin, on verra. Ne soyons pas trop en avance sur la technologie. Mais voilà, donc la liberté d'expression n'est pas à sa limite. Ces limites sont posées par la loi. Ça change, ça n'a pas toujours été les mêmes limites. Ça dépend des pays. Aux États-Unis, par exemple, vous avez le droit de dire qu'Hitler était merveilleux, mais vous n'avez pas forcément le droit de montrer une femme nue. Donc, je pense que c'est quand même lié aussi aux histoires. Nous, on a vécu on est passé par des drames qui ne sont pas complètement les mêmes. Voilà. Donc, mais notre histoire fait qu'il y a certaines choses qui ne relève pas du champ de la liberté d'expression. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas qu'on puisse pas dire des choses racistes, qu'on puisse pas dire des choses antisémites. Je pense que ça ne contrevient pas la liberté d'expression. Par rapport à cette liberté d'expression, justement, ça devient une manipulation et ça ne trompe pas le droit, l'autorisation. Ça ne peut pas être un délit, une manipulation dans la liberté d'expression. Et c'est peut-être ce sentiment qu'on finit par avoir avec tous ces bavardages, ces débats, tout le monde a raison ou pas. Et moi, je me dis, on essaie de se faire une vérité. Et est-ce que c'est pas de la manipulation? Finalement, on finish. Et deuxièmement, je voulais savoir ce que vous pensiez. Là, je l'ai appris aujourd'hui. Moi, j'espère que c'est vrai et que c'est pas hors sujet. Qu'à Grenoble, le maire souhaite supprimer toutes les fêtes religieuses et les rues, etc., et donner que de l'histoire de France. Bon, lui, il n'est pas religieux. Je ne sais pas trop ce qu'il est. C'est Éric Piotte, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Donc, est-ce que là, on ne côtoie pas le problème de l'identité? Les religions en France, la religion catholique, entre parenthèses, c'est une forme d'identité. Alors, très bien. Donc, alors, si on se met, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, sont ces raisons. Alors voilà, je voulais vous demander votre avis là-dessus. Mais déjà, moi, la manipulation m'inquiète. Contre la manipulation, il y a une chose qui est fondamentale, c'est l'instruction, c'est l'éducation. Apprendre à discerner, apprendre à douter, apprendre à ne pas prendre pour acquise une parole. C'est Buisson, il le dit bien mieux que moi. Il dit, voilà, apprendre à douter. Je crois que c'est
là, on touche au cœur du programme, du projet politique de la République française. C'est très important justement parce que ce que vous rappelez, à juste titre, c'est aujourd'hui, on a un gloubi-boulga, on a des experts de tout qui ne sont des experts de rien, une diffusion de multiples canaux. Madame la présidente l'a rappelé avec en parlant d'une émission qui personnellement n'est pas au cœur de mes préoccupations, mais néanmoins c'est un fait politique cette émission. Ça n'est pas rien. Il faut pas la regarder avec mépris. Faut la regarder avec vigilance. Oui, toujours apprendre à essayer de trier par rapport à ce flux fondamental, enfin phénoménal de fake news ou de news d'ailleurs, parce que il n'y a pas que des fake news. Il faut pas non plus être complètement excessif. Je crois que vous essayez d'évoquer, ou du moins c'est comme ça que je l'ai reçu, ce désir de déconstruction, d'effacement. Moi, effectivement, c'est inquiétant. Je crois qu'il faut, et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas déboulonner. Ça n'a aucun sens. Sinon, on va raser Auschwitz. Parce que ce qui s'est passé là-bas est tellement terrible qu'il faut l'effacer. Or, ce qui est important, c'est de transmettre à la fois l'éducation, le discernement, le regard critique. On a oublié ce que c'est que le regard critique. J'ai pris l'exemple de Schœlcher tout à l'heure, parce que il y a aujourd'hui une nouvelle mode qui consiste à dire Schœlcher n'a rien fait, c'est un sinistre réactionnaire, etc. Non, c'est pas vrai. Schœlcher est un homme qui a progressé dans sa recherche de la vérité, qui lui était propre. Il n'a pas été peut-être jusqu'au bout de sa démarche, mais c'est toujours tellement simple de regarder le passé avec les lunettes du présent. Or, les lectures anachroniques, ça n'a aucun sens, ça n'apprend rien, ça ne fait que créer cette espèce de gloubi-boulga. Quant à débaptiser les noms des rues, moi je suis plutôt pour débaptiser d'ailleurs, je suis plutôt pour bâtir que détruire, voilà. Et sur le même sujet, est-ce que vous savez pourquoi, lors de la séparation de l'Église et de l'État, on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est-à-dire supprimer toutes les fêtes religieuses, les jours fériés religieux, parce que on n'a pas été juste dans cette affaire. Les Juifs en ont aussi, les musulmans, il y en avait pas beaucoup en France, mais ils en ont aussi des jours fériés, ou ils pourraient en avoir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été jusqu'au bout? Alors, à titre personnel, je suis pas spécialement fan qu'on rajoute des jours fériés religieux aux jours fériés, hein. Donc, si c'est ça votre question. Donc, pourquoi? Parce que, alors, d'abord, à quel moment? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Révolution française, où il y a eu un moment où les religieux devaient prêter serment, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, c'était pas non plus formidable en termes de liberté, cette idée de devoir. Donc, pourquoi on est allé jusqu'au bout? On n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça veut dire aller jusqu'au bout? Ça veut dire supprimer le droit d'avoir une pratique religieuse? Moi, je vais donner un éclairage historique aussi de pourquoi les jours fériés religieux n'ont pas été supprimés du calendrier républicain. Eh ben, figurez-vous, c'est avec la CGT qui s'est battue pour que les jours fériés ne soient pas supprimés, parce que c'était des conquis sociaux. Et en tant que conquis sociaux, ils ne souhaitaient pas que ça soit perdu, parce qu'ils n'étaient pas sujets à ce moment-là d'être remplacés. La proposition d'Éric Piolle actuellement, c'est faut-il, et c'est pas le premier à faire cette proposition, parce que cette proposition, elle revient, c'est un gimmick. Tous les quelques temps, on a plein de propositions parlementaires à différentes époques de l'histoire. Il y a ces propositions de remplacer les jours fériés à connotation religieuse par des jours fériés à connotation civile. Et c'est pas la même chose. C'est de se dire que, à un moment donné, la République, c'est aussi pour tout le monde, quelle que soit sa croyance ou sa non-croyance. Faut rappeler qu'il y a plus de 3000 religions comptabilisées en France par les pouvoirs publics au bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. Donc 3000 cultes, effectivement, s'il faudrait faire une jour férié par culte, eh ben vous voyez qu'on n'a pas assez de jours dans l'année pour pouvoir arriver à cela. Donc on a aussi cette logique-là de se dire, est-ce que il faut que les jours fériés représentent la République, voilà, sans les perdre non plus, parce que ce sont des conquis sociaux. Et voilà en fait peut-être la question du débat qui est à mettre. Tu as raison de dire, il y a une double dimension. Il y a les dimensions religieuses
qui est réelle, qui est historique aussi. Mais il y a aussi la dimension sociale. Faut pas oublier que de quand date le premier jour de congé? 1906. Donc avant 1906, un jour, hein, les hommes et les femmes et les enfants, puisque jusqu'en 1882 les enfants travaillent. C'est d'ailleurs pour ça que la loi de 1882 aussi est faite, pour extraire les enfants du monde du travail et les mettre à l'école laïque, gratuite et obligatoire. Et donc il y a cette dimension sociale. Il n'y a pas de jour de repos en dehors de ces fameux jours fériés. Ça n'est pas rien. Et oui, mais le dimanche, c'est pas tout de suite. Hein, c'est avant 6, il n'y a pas de repos le dimanche. Et donc pour les ouvriers, il n'y a pas de repos le dimanche. Ils travaillent 7 jours sur 7. La France est un pays laïque. Et il y a 4 pays. Il me semble que c'est le Portugal aussi. Mais il y a la Turquie. En Turquie, il y a Erdogan qui vient d'être réélu. Moi, personnellement, ça me choque, ça me fait mal. Et je ne comprends pas. Parce que un pays qui est laïque, où il se passe des choses. Il y a un mois, il y a une amie des réseaux qui est venue nous parler de la Turquie. Elle a été torturée, elle a été emprisonnée parce qu'elle est journaliste, mais c'est toujours la laïcité. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je prends acte de l'élection de Erdogan, si vous voulez. C'est le peuple s'est prononcé. Il y a quelque chose évidemment de triste, puisque c'était un pays qui portait cette idée de laïcité dans le monde musulman. Évidemment, c'est terrible. Bon, après ils se sont prononcés, personne les a forcés vous comprenez. Donc je sais pas, j'en sais rien, j'étais pas dans le secret des urnes. Mais c'est pas nouveau, hein, le parcours d'Erdogan. Moi, j'ai écouté une capsule radio, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler, on ne dit pas podcast, capsule radio, sur lui. C'est très intéressant, sur France Inter. Je vous invite à l'écouter. Et on comprend, on voit comment le parcours de cet homme qui aurait, je dis bien aurait, une revanche à prendre par rapport à tout ce qui a été mis en place par Atatürk, qui était quand même, j'allais dire le pape de la laïcité, mais qui était l'homme qui portait le principe des principes de laïcité en Turquie. Et il se représente comme ayant une revanche à prendre, en tout cas, et il est aux mains des religieux depuis sa plus tendre enfance. Donc il y a comme une logique à ça, même si évidemment je trouve ça extrêmement regrettable. Mais ils se sont exprimés, le peuple s'est exprimé souverainement. Ce qu'on peut compléter, c'est que c'est dans la constitution turque, la laïcité, mais ce n'est pas appliqué aujourd'hui. Voilà, Mustafa Kemal Atatürk l'avait appliqué. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pour ça que cette histoire de constitutionnalisation, faut pas que ça devienne un fétiche, si vous voulez. C'est très bien, tout ce qui peut consacrer, encore un mot, l'idée laïque est très bien, mais rien ne remplacera le combat quotidien comme on fait aujourd'hui ici. Peut-on dire qu'en Alsace-Moselle, nous sommes en France, république laïque? Oui, république, oui, laïque, non. Mais c'est le concordat. Qu'est-ce que vous voulez? Trouvez-nous des hommes et des femmes politiques qui sont prêts à s'engager. C'est très compliqué l'histoire du concordat parce qu'il y a une dimension sociale aussi, on y revient. Donc il y a des avantages sociaux qui sont liés au concordat qui font que c'est pas aussi simple que ça évidemment moi je suis pour son abolition, mais c'est pas aussi simple que ça quand on est un homme et une femme politique élus d'aller porter ça à l'Assemblée nationale. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Donc je pense que tout le monde ici, et même beaucoup plus loin qu'ici, souhaite qu'une laïcité s'installe et soit bien installée et bien respectée. Donc il faudrait pas. Comment faire pour que tout le monde ait ces idées laïques? Comment les enseigner et ne pas tomber dans l'écueil que cette laïcité devienne une religion? C'est pas les amis de la laïcité qui disent ça en général, pardon, hein, c'est pas pour vous. Mais cette idée que ça serait un dogme, oui, probablement, il y a certainement des dogmatiques de la laïcité. Mais enfin, pardonnez-moi, ça reste un petit problème par rapport aux autres dogmatiques auxquels la laïcité essaye de
de porter cette émancipation et ce désir de liberté. Donc oui, il faut éviter l'écueil du dogmatisme, mais d'une manière générale. En tout dans la vie, il faut éviter l'écueil du dogmatisme. Et comment faire? Eh ben, de la transmission, de l'éducation, des réunions comme vous en faites ici, des émissions comme en fait Jérémy. C'est un combat quotidien, mais ça peut être aussi en allant faire ses courses ou j'en sais rien. Quand vous êtes témoin de quelque chose qui semble aller contre ces principes-là, faut pas, même si c'est pas simple, hein, j'en ai bien conscience, mais faut pas hésiter à le dire, à porter, à incarner ces valeurs qui sont des valeurs magnifiques. Ce sont des valeurs qui nous permettent de nous réaliser. C'est pas de détruire les religions, hein, c'est de nous réaliser en liberté. Il faut rappeler que la laïcité n'est pas une opinion, c'est la liberté d'en avoir une. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. C'est que la laïcité, elle permet la liberté de culte. Elle a une limite, la liberté de culte, c'est le respect de l'ordre public. Et qu'est-ce que c'est l'ordre public? C'est trois composantes: la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique. Salubrité publique, on dirait santé publique aujourd'hui. Voilà. Donc, tranquillité publique, est-ce qu'on a le droit, au nom de sa religion, de faire du bruit à 2 heures du matin? Non. Parce qu'on va réveiller le voisinage. Sécurité publique, est-ce qu'on a le droit de faire des sacrifices rituels d'humains, comme ils peuvent se faire dans des religions polythéistes en Amérique du Sud, comme les Aztèques, les Mayas? Non, on ne peut pas, parce que ça va aller à l'encontre des lois de la République. Est-ce qu'on a le droit de laisser son corps, comme les zoroastres peuvent le faire dans leur religion, dans la nature pour se faire dévorer par les animaux? Bah non, on ne peut pas, parce qu'il y a un problème d'hygiène publique, là, de salubrité publique, de santé publique, parce qu'il y a des maladies qui risquent de se propager. Mais à part ces 3 limites, on a le droit à la pratique, comme on veut, de culte. On a le droit de créer des cultes. Voilà, 3000 cultes, vous imaginez la différence. Donc, c'est une capacité, au contraire, de respecter la liberté de culte qu'est la laïcité. Et donc ça, c'est une force assez extraordinaire. La laïcité, c'est la liberté dans une forme, je trouve, presque la plus aboutie, puisque c'est, comme l'a répété Jérémy, c'est le droit de croire, c'est le droit de douter, et c'est le droit de ne pas croire, dans le respect de l'ordre public, bien entendu. Mais ça, c'est valable pour toute activité humaine. Il faut respecter l'ordre public. Et la pratique religieuse n'y échappe, et tant mieux. Et donc, mais on a une liberté plus importante. Je vous rappelle qu'il y a 12 pays qui condamnent à mort l'athéisme, par la peine de mort. C'est quand même, on n'est pas dans la liberté. Le droit de douter, c'est quand même formidable. C'est quand même la base même de l'idée de liberté. Donc, ne laissons pas s'installer cette idée que la laïcité serait une régression de la liberté. C'est l'inverse. La laïcité, c'est la liberté. D'abord, merci pour votre intervention. Ce qui m'a frappé dans votre allocution, notamment quand vous avez évoqué la mémoire de Josephine Baker, c'est cette notion d'émancipation que je trouve rarement, voire extrêmement rarement, associée à la laïcité, particulièrement dans le débat public. Et j'aurais voulu vous entendre sur justement peut-être la difficulté qu'ont, y compris certains spécialistes de la laïcité, à finalement la réenchanter et à faire comprendre, notamment auprès de la jeunesse, finalement cette puissance d'émancipation qui est au cœur de la laïcité. Je fais le même constat que vous et je le regrette. Je pense que c'est une des clés pour que les jeunes s'approprient le cœur de cette ambition émancipatrice. C'est si on leur explique ce que la laïcité permet, je crois qu'ils le comprennent. Moi, je l'ai vu avec Josephine Baker, une femme américaine née en 1906. Bon, a priori, ça partait pas gagnant. Bon, vous voyez, dans les écoles, et bien ça marche. Donc ça les intéresse, ça leur parle. Eh bien, il faut aussi leur expliquer les choses, probablement de manière un peu concrète. Après, c'est facile à dire. Hein. Moi, je sais tous les engagements qui sont les vôtres. Mais cette idée, la laïcité, c'est une des clés de l'émancipation d'un être humain, et particulièrement des femmes. Ne tournons pas autour du pot. Ce sont beaucoup les femmes qui sont les victimes de ce retour du fait religieux un peu orthodoxe. Eh bien, je crois que là, on a une des clés pour essayer de faire passer un peu mieux cette idée, encore une fois, que la laïcité,
c'est la liberté la plus absolue. Au niveau du réseau d'échange réciproque de savoir, on organise régulièrement des formations de 2 jours du plan Valeurs de la République et laïcité. Et ça, c'est des formations pour adultes et qui sont certifiantes. Et certains dans cette salle l'ont déjà fait et vous pourrez la faire prochainement parce qu'on en fait régulièrement. Et ça, c'est un appel effectivement aussi. Voilà. Mais c'est aussi aller sur les territoires. On va régulièrement au réseau d'échange réciproque de savoir dans les établissements scolaires pour expliquer sur des modules de 2 heures aux élèves comment ça fonctionne. Donc, il faut faire feu de tout bois en termes de pédagogie. Et plus on sera nombreux à être sachants, formés, plus on pourra faire œuvre d'éducation populaire, qu'on fait, et Laurent l'a très bien dit, comme aujourd'hui, pour pouvoir diffuser et donner cette valeur émancipatrice aux personnes. C'est très important ce que vient de rappeler Jérémy, parce qu'il faut aussi, face à des adversaires redoutables, avoir des éléments concrets, tangibles, ancrés sur le réel, ancré sur le droit positif. Parce que une des forces des adversaires de la laïcité, c'est d'avoir créé un état de confusion. Et les hommes et les femmes qui sont en situation dans lesquelles il y a des difficultés n'ont pas toujours le bon réflexe, ne savent pas toujours quel est le texte auquel se référer, quelle est la situation à laquelle ils pourraient, contre laquelle ils pourraient se lever. Donc c'est très important tout ce que vous faites parce que ça remet les choses dans l'ordre public, dans la loi, dans le règlement. C'est très concret, c'est très utile. Et là, ça rejoint un peu cette idée sur l'émancipation, parce que c'est pas uniquement par l'incantation des grands principes qu'on peut y arriver. Il faut que ça soit incarné, donc il y a un exemple qui soit facile à, je crois, comprendre, et puis toujours un rappel au texte, un rappel aux situations, au réel, au droit positif. Alors moi, Laurent, j'avais une question à te poser pour revenir sur Joséphine Baker, quand même. Parce que tu t'es battu pour la panthéoniser. Alors, comment ça t'est venu, l'idée? Et tu te dis, allez, aujourd'hui, je me lève, et ça y est, je vais panthéoniser Joséphine. Et quelles ont été les démarches? Est-ce que c'était difficile, pas difficile? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce parcours-là que tu as eu? D'abord, c'est une œuvre collective. C'est pas Laurent Kupferman qui a fait rentrer Joséphine Baker au Panthéon. C'est un travail collectif qui a été initié, pour ce qui me concerne, par Régis Debray. Il publie un article dans Le Monde en 2013, dans lequel il appelle le président de la République de l'époque, François Hollande, à faire rentrer Joséphine Baker au Panthéon. Alors, il n'utilise pas le même angle, le même biais. Il parle de faire rentrer la joie dans cette institution. Bon, pourquoi pas? C'est vrai que c'est une femme extrêmement joyeuse, Joséphine, et une femme qui porte cette dimension humaine, sensible. Ce qui nous a intéressés, parce que encore une fois, c'est une œuvre collective, c'est de montrer en quoi elle incarnait les valeurs de la République française. Encore une fois, c'est la République du possible. C'est une femme, c'est une immigrée, pour dire les choses comme on pourrait le dire aujourd'hui. Elle n'est pas blanche, disons-le, et elle arrive à, malgré tous ces obstacles, même si c'est pas parce que c'est une femme, et c'est pas parce qu'elle n'est pas blanche qu'elle est rentrée au Panthéon. Elle est rentrée au Panthéon pour l'ensemble de ses engagements qui ont été se battre pour la liberté, se battre pour l'égalité, se battre pour la fraternité, être résistante, être aux côtés des associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'est pour tous ces parcours, et puis évidemment la tribu arc-en-ciel, c'est pour tout ce parcours-là qu'elle est entrée au Panthéon, Joséphine Baker. Alors comment je me suis pas réveillé en me disant tiens, je vais la faire rentrer au Panthéon. Encore une fois, c'est Régis Debray qui a eu l'idée en premier, qui a allumé la flamme. Moi, je n'ai fait que la porter avec d'autres, et la famille, bien entendu, Pascal Horry aussi, de l'Académie française, le grand historien, des personnalités connues, et aussi, principalement, quand j'ai lancé cette pétition, ce qui était très fort, c'est le mouvement populaire. C'est-à-dire que c'était des anonymes. C'était vous et c'était moi. Et c'est ça aussi, probablement, qui a déclenché cette vague qui nous a ouvert les portes de l'Élysée, et un rendez-vous avec le président de la République qui a accueilli l'idée extrêmement favorablement. D'ailleurs, à la fin du rendez-vous, il a duré 1h15,
peux vous dire que c'est impressionnant quand même, parce que on met de côté les histoires de personnes. C'est le président de la République. C'est pas et quand on rentre dans ce bureau qui nous demande pourquoi vous voulez que Joséphine Baker elle entre au Panthéon, que chacun a 10 minutes pour développer ses arguments, on se retrouve au bout d'une heure un quart, il nous regarde, il nous dit c'est oui. C'est quand même après il nous dit faut vous taire. Alors ça c'est plus frustrant parce qu'on a envie de sortir du bureau, de le mettre sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas le droit. Voilà. Je voulais savoir simplement, les enfants qu'elle a adoptés, est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus et comment ils ont vécu son entrée au Panthéon, voilà. Tout le monde voudrait savoir est-ce qu'elle a réussi son pari, mais oui, elle a réussi son pari. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une famille ordinaire. Donc elle a montré, c'est pas une famille extraordinaire. Oui, ils s'engueulent, oui, ils s'aiment, oui, voilà, c'est juste normal, c'est une famille, quoi. Et donc, elle a réussi son pari. Elle a le pari de montrer que même si on a des origines différentes, même si on a des opinions philosophiques ou religieuses différentes, ou a-religieuses d'ailleurs, n'oublions pas que majoritairement, nous sommes a-religieux. Mais même si on a tout ça, eh bien, on arrive à pouvoir s'entendre quand on se rappelle une chose, c'est que nous sommes toutes et tous rattachés au genre humain. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Aujourd'hui, on a des satellites qu'avant, on n'arrive pas à comprendre qu'on était un, avec nos diversités, avec nos singularités. À la limite, quand il n'y avait pas la capacité de s'extraire de la planète. Mais aujourd'hui, quand on la voit de loin, on voit bien qu'on est un quand même. Je pense à une chose. Joséphine Baker, elle a eu des soucis d'argent. Elle avait adopté, je sais pas, peut-être 9 enfants, 12 enfants. Mais elle a eu des périodes où elle tirait le diable par la queue, ou même pire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Oui, je peux vous en parler. Joséphine, je peux vous en parler pendant 20 heures. Hein. Donc, alors, oui, elle a des problèmes d'argent qui sont dus au fait qu'elle a beaucoup investi. Hein. Elle a un château qui est pas très grand. Enfin, pas très grand, c'est un château quand même. Mais parmi les châteaux qu'il y a dans le coin, c'est le plus petit. C'est un grand domaine qui fait 500 hectares. Alors, elle a beaucoup investi aussi d'argent pour faire venir l'électricité, mais pas que pour le château. Quand elle fait venir l'électricité, elle la donne pour tout le village. Quand elle fait venir l'eau, elle la donne pour tout le village. Donc c'est l'esprit Joséphine. Alors, c'est pas une femme d'argent, mais bon, c'est pas grave, c'est une grande artiste. Une des difficultés qu'on rappelle peu et qui pour moi est pourtant centrale dans ces problèmes d'argent, c'est que Joséphine, elle demande par contrat que lorsqu'il y a un concert aux États-Unis, pendant la période où c'était un peu compliqué, ça soit des concerts en mixité. Mixité pas homme-femme, mixité blanc, pas blanc. Et évidemment, elle perd énormément de contrats du fait de cette exigence. Donc, elle a placé son idéal avant les questions matérielles. Effectivement, ça l'a mise en difficulté, mais probablement que si elle avait fait l'inverse, c'est-à-dire mis le matériel avant son idéal, eh bien, elle ne serait pas au Panthéon aujourd'hui. Elle aurait probablement eu plus d'argent, mais elle ne serait pas au Panthéon. Et c'était ça, cette femme, je crois qu'on peut la résumer à ça. Ce désir un peu fou de mettre le matériel après l'idéal. Moi, j'ai quelque chose qui me trotte par la tête, dans la tête, c'est l'histoire du voile, parce qu'il me semble qu'en France, ça a été quelque chose qui a occupé l'actualité à un moment donné. On en parle moins, mais on avait l'impression que la laïcité, le problème de la laïcité se résumait à ça. Dans l'actualité, dans les informations, dans tout ce qu'on pouvait entendre. Et moi, j'avais l'impression en même temps que plus on en parlait, plus les personnes qui le portent auraient envie de le porter pour affirmer justement, le fait que on a le droit pour moi, c'est quelque chose qui est pas facile parce que où sont les limites aussi vestimentaires. On sait bien aussi que tout ça peut être exploité ou très mal exploité aussi. Donc, je sais pas trop comment je pensais à des gens que j'ai connus en Allemagne parce que j'avais enseigné en Allemagne qui me disaient mais qu'est-ce que vous avez les Français avec votre voile là que vous voulez à tout prix que les filles ne portent pas. Nous ici, c'est vrai, je voyais les élèves qui avaient le voile et ça semblait poser problème à personne. Donc c'est un peu cette histoire de voile. Moi, ça me
J'avais l'impression que ça résumait les problèmes de laïcité, alors que c'est pas ça, quoi, je veux dire. Ça a symbolisé toute cette question. Ça a cristallisé sur cet aspect des choses. Je veux rappeler qu'en France, il n'est pas interdit de porter le voile. Il est interdit de porter le voile à l'école. Je sais pas, sous ton contrôle. Il y a pas, on n'est pas en Corée du Nord, hein. Donc c'est, il y a des lieux qui doivent être neutres. Et effectivement, le voile ou des kippas ou des croix énormes, etc. C'est une agression contre la neutralité. On a fait une émission récemment sur l'affaire de Creil. C'est à un moment donné, 3 filles lycéennes viennent en cours avec un voile. Et ce qu'on oublie à chaque fois de dire, parce que ça n'a pas fait le chou de l'actualité, c'est que peu de temps avant, il y a un élève qui est venu avec une kippa dans ce même établissement scolaire. Il y a eu une discussion et l'élève l'a enlevé. Ça a fait les choux gras de la presse, c'est emballé. Et puis c'est monté jusqu'aux plus hautes instances, puisque même Lionel Jospin a pris la parole dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à ce moment-là, et ça a fait grand débat. Il a fallu attendre 2004, après une commission, la commission Stasi, qui a été mise en place par Jacques Chirac, pour que une série de propositions soit faite par la commission Stasi et une loi en sorte, la loi de 2004, qui interdit les signes ostensibles dans les établissements scolaires, qui sont les collèges, les écoles et les lycées publics. Donc, et pourquoi, ça veut dire quoi, ostensible? Ça veut dire qu'il se voit. Donc ça veut dire, est-ce qu'on a le droit à avoir un petit crucifix? Pas du tout. Il faut le cacher, même si c'est sur le boucle d'oreille ou etc. On n'a pas le droit du tout à qu'il soit visible. Et c'est ça. Et il faut toujours regarder ce qui se passe dans d'autres pays. On a le cas de l'Allemagne. L'Allemagne, la laïcité n'existe pas en Allemagne. Maya l'a dit tout à l'heure quand elle a pris la parole, il y a que 4 pays laïcs dans le monde. Donc ça montre un petit peu. Voyons ce qui se passe par exemple au Québec. Au Québec, on avait une loi, c'est la loi des accommodements raisonnables. On dit allez, on vient avec un signe, bon, on peut. Alors qu'est-ce que ça a traîné comme dérive? Il y a une classe de maternelle, une institutrice. Il y a une famille qui arrive, ils sont à fond orthodoxes dans leur religion, ils mettent leur petite fille en classe et ils disent à la maîtresse « Je ne veux pas que ma fille entende les comptines scolaires chantés par la maîtresse et par les autres élèves. Je vous l'interdis, au nom de la loi des accommodements raisonnables. » Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la maîtresse chantait avec les élèves, ils mettaient un casque sur les oreilles de la fille pour pas qu'elle entende les chants. Autre exemple, un élève vient avec son signe religieux en collège. C'est quoi son signe religieux? On dit, ouais, accommodement raisonnable, il a le droit de passer. Sauf que c'était un poignard de cérémonie parce qu'il était sikh, qu'il avait à la ceinture. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça nous protège, la laïcité. Faut jamais oublier ça. C'est une loi de protection de toutes les rives. Parce que tout peut être signe religieux. Et si quelqu'un dit, ma Kalachnikov, c'est un signe religieux. Qui on est pour le dire? On pourrait toujours le dire. Donc là, on avait un poignard de cérémonie qui était autorisé. Donc la laïcité, c'est ça. Ça nous aide. Et ça ne veut pas dire que ça, démystifie l'ensemble, parce qu'en dehors de l'établissement scolaire, sur l'espace public, du moment qu'on ne va pas faire un trouble à l'ordre public, on a le droit à n'importe quel signe. On n'a pas le droit à la burqa. Mais pourquoi on n'a pas le droit à la burqa? Parce que on doit avoir une loi sur le visage visible. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'avoir une casque de moto dans la rue, sauf si vous êtes sur votre moto. Vous n'avez pas le droit d'avoir un masque non plus, sauf si c'est le carnaval. Voilà, c'est des choses comme ça qui se mettent là-dessus, sur un moment particulier, avec une déclaration d'événement. Sinon, vous n'avez pas le droit de vous balader avec un masque comme ça dans la rue. Il y a quand même une problématique. Évidemment, c'est formidable tout ce que tu as dit, je suis en plein accord. Néanmoins, il y a un moment, j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. Il va y avoir des jurisprudences avec le masque sanitaire. Ça, c'est quand même une problématique par rapport à cette loi que je trouve bonne, hein, que je trouve absolument qui nous protège, bien entendu. Mais il y a un moment, il y aura une problématique. On peut pas se voiler la face non plus sur cette question-là. Alors, si tu me permets, avec la Covid et le masque qui était porté obligatoirement, c'était une loi dérogatoire. Néanmoins, les gens continuent de le porter. Il y aura donc un problème. Voilà, c'est quelque chose qui devra être, je pense, réfléchi. Ce qu'il faut voir, c'est que la laïcité, il y a des avancées, des reculs à chaque instant. On a eu 1789, la Révolution française. On a eu les premières lois laïcité, et puis c'est retombé, parce que Napoléon est arrivé en place, et a mis en place un concordat, donc on n'était plus dans la laïcité. Il y a eu
la Commune de Paris qui a essayé de la mettre, et puis elle n'a pas duré. La Troisième République l'a mis avec la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l'État. Mais même après, il y a eu des reculs et des avancées. Il y a eu la loi de Debré qui va attaquer, va donner un coup de canif à l'éducation, parce que maintenant on finance, Michel Debré, parce que maintenant on finance les écoles privées. Ça coûte 15 milliards au budget de l'État par an de financer les écoles privées, et c'est à peu près 72 ou 73% du budget des écoles privées, c'est de l'argent public. Écoles privées sous contrat. Bien sûr, je parle pas des écoles privées hors contrat, qui sont encore autre chose. Donc, est-ce que finalement, elle est où l'égalité là-dedans? Oui, moi j'ai noté, il y a un truc qui m'a intéressé plus particulièrement, c'est l'ignorance et l'erreur de Victor Hugo. On pourrait appeler ça aujourd'hui l'ignorance et le fake news. Je suis comme Jérémy, donc je travaille aussi à dialoguer avec les populations et à travailler sur la diffusion de ce que peut être véritablement la laïcité. Je voudrais citer 3 exemples qui sont récents. Hein. C'est le premier, il date de janvier. Un gamin de 7 ans qui dit oui, de toute façon, la France, on est un pays catholique. Et moi, je suis pas catholique, donc je me sens discriminé dans ma religion. On lui demande pourquoi tu te sens discriminé. Et là, il nous montre sur les vitres de l'établissement dans lequel on était des petites étoiles et une lune qui restaient des décorations de Noël. Et il dit les étoiles, le sapin, c'est des signes religieux. On lui a expliqué que non, mais quand même, c'était dans sa tête. Deuxième exemple, un gamin un peu plus vieux, 7-8 ans, qui dit un peu plus tard de toute façon la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Donc moi je n'obéis pas à la République. D'accord, 7 ans. Et un peu plus tard, un autre jeune, là il avait 23-24 ans, qui nous déclare dans le cours de son discours de toute façon la Terre est plate. La Terre est plate. Donc on est là face à un certain nombre d'ignorances qui sont crasses, qui sont criantes, mais qui sapent complètement tout ce qu'on pourrait dire sur la notion de laïcité, qui est quand même quelque chose de complexe. Et quand on parle d'émancipation, c'est pas simple d'être émancipé. Oui, c'est le recul du scientifique aussi, de la raison. Hein, parce que la laïcité, il y a quand même cette démarche d'aller, bon, il y a tout le positivisme bien sûr, mais il y a cette démarche d'aller vers l'esprit de raison. On voit bien que l'esprit de raison recule aujourd'hui. Moi, c'est pas, je n'applaudis pas, mais je le constate. Et il faut là aussi ne pas se voiler la face, aller porter à nouveau cet idéal d'aller vers l'esprit de raison. Ça me semble aussi quelque chose d'important, et c'est vraiment lié, c'est vraiment connecté avec les questions liées à la laïcité, à la liberté et l'émancipation. Sur l'échiquier politique, en France, le Front National apparaît comme défenseur de la laïcité, voire le défenseur de la laïcité. Où sont passés les progressistes dans ce pays? Alors la laïcité du Rassemblement National, puisque c'est son nouveau nom, c'est quand même je jette un morceau de porc dans la soupe. Hein, donc c'est une laïcité à double détente, si j'ose dire. C'est pas la laïcité telle que nous la défendons. Donc, c'est pas une laïcité qui rejette. Nous, c'est une laïcité qui rassemble. C'est une laïcité qui émancipe. C'est une laïcité qui permet de dépasser nos singularités. Encore une fois, nous sommes toutes et tous différents. C'est un fait. Dans une famille, avec la même éducation, les mêmes gènes, ou pas, d'ailleurs, si vous êtes adopté, vous êtes déjà différents, nous sommes déjà différents de nos frères et de nos sœurs. Alors, a fortiori à l'échelle d'une nation, d'un continent ou de l'humanité. Donc, aller vers le culte du rejet de la différence ne me semble pas raisonnable. Voilà. Et c'est ce que proclament certains mouvements politiques. Bon, qui sont pas les miens, vous l'avez bien compris. Que sont devenus les progressistes par rapport à la laïcité? C'est un vrai débat. Pourquoi il est vécu comme moderne et progressiste d'être contre la laïcité? Ça aussi, c'est un vrai débat. Mais probablement qu'on arrivera à détricoter
ce fait tragique que vous dénoncez en se battant, tout simplement, en allant sur le terrain, en allant expliquer pourquoi la laïcité est une aventure vers plus de liberté. Aventure, le mot est pas terrible, enfin, vous m'avez compris. Un parcours vers plus de liberté, en s'appuyant toujours sur le droit, en s'appuyant toujours sur les faits. C'est pas uniquement de manière incantatoire. C'est pour ça d'ailleurs que la conférence aujourd'hui s'appelle Laïcité, liberté individuelle, parce qu'elle permet des libertés individuelles. Et petite question, quel est l'avenir de Joséphine Baker en termes de liberté individuelle selon toi? Pour moi, c'est un modèle. Donc, elle peut servir en termes pédagogiques. D'ailleurs, moi, j'ai fait des conférences avec Brian ou dans les collèges et les lycées, et les profs. Alors, tout ça passe par l'éducation nationale. Hein, c'est pas des choses qu'on fait comme ça en arrivant à l'improviste. Mais on est frappé par la facilité, la capacité des élèves de se projeter dans cette femme, dans ce qu'elle incarne. Dans les valeurs de la République. En fait, ça devient, pour revenir un peu à votre question de tout à l'heure, ça devient très concret pour les élèves. Alors voilà son futur. C'est un modèle, un rôle modèle, comme on dit maintenant dans la com. C'est un rôle modèle pour incarner les valeurs de la République française. C'est pas mal. Moi, je voudrais revenir sur la laïcité à l'école. Le rapport Aubin, qui date qu'à presque 20 ans maintenant, avait attiré l'attention sur la laïcité qui reculait. Aucun gouvernement, on a mis ça sous le tapis à chaque fois parce qu'en fait, ça dérange. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Alors on dit c'est l'influence des pays anglo-saxons peut-être. Moi et alors? C'est pas grave, hein, même si on n'est que 4 dans le monde à le penser à ce moment précis de l'histoire de l'humanité. C'est pas très grave. Une idée, il faut bien qu'elle progresse, elle n'est pas tout de suite universelle. Battons-nous, essayons d'expliquer, allons sur le terrain pour montrer en quoi, c'est pas du tout un recul des libertés, c'est l'inverse. C'est un accroissement de la liberté. N'oublions jamais néanmoins que la liberté, ça fait peur. C'est plus compliqué d'être libre que de vivre dans un système dogmatique où tout est déjà prépensé. N'oublions pas cette dimension-là. Certains ont des projets politiques qui sont complètement autres que la laïcité. Donc le rapport Aubin l'a démontré. En mars, 500 cas d'atteinte à la laïcité ont remonté au ministère de l'Éducation nationale. Rien qu'en mars, 500 cas. Et ça, on parle des cas remontés. Imaginez tous les nombres de cas qui n'ont pas été remontés, eux. Voilà, soit par la hiérarchie, soit même qui n'ont pas été signalés parfois à la hiérarchie. Ça montre qu'il y a un travail à faire. Peut-être que pendant un moment, on n'enseignait pas, c'est la laïcité, ou on l'enseignait, mais vite fait. Peut-être que c'était d'une évidence. Et que peut-être c'est moins évident parce que d'autres au don de projets politiques. Pourquoi des attaques? Il n'y se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas un article qui traite de la laïcité dans les médias. On le sait bien parce qu'au réseau d'échange réciproque de savoir, on fait un recueil d'articles et on se travaille et on alimente notre centre de ressources laïcité. Et on le voit pas une semaine. Et je vous raconte pas, en général, c'est plusieurs par jour qu'il y a. Donc, face à ça, la question c'est on fait quoi? Donc, oui, les pouvoirs publics se mobilisent, mettent des moyens à différentes étapes. Il y a même des attaques, parfois à l'intérieur du ministère. On a eu un ancien ministre du gouvernement précédent, Jean-Michel Blanquer, qui avait mis en place un conseil des sages de la laïcité. Le ministre de l'Éducation actuel a récemment, c'est quelques semaines, changé un petit peu la composition de ce conseil, en rajoutant notamment un membre qui n'est absolument pas du tout laïque. Donc c'est un projet, ça intrigue. Ce conseil des sages qui a mis en place un vadémécum pour aider les enseignants, les professeurs qui diffusent, se voit maintenant limité dans la durée de ses membres, donc avec effet rétroactif, donc ces membres ne peuvent plus être limités dans le temps. Alors, tiens, première attaque. Deuxième attaque, maintenant ils ne peuvent plus s'auto-saisir de sujets. Avant, ce comité des sages pouvait s'auto-saisir de sujets, c'est plus le cas. Et en plus, troisième attaque, avant de faire toute communication publique, maintenant, il faut qu'ils aient l'aval du ministre. C'est quand même un petit peu particulier, alors que c'est un organe quand même qui a fait vraiment intéressant. Donc, on voit que même là, il y a des enjeux politiques,
Des attaques. Et à côté de ça, il y a une annonce intéressante. Le 9 décembre 2021 ou 22, j'ai un doute d'une date. Le comité interministériel de la laïcité se réunit et décide que d'ici 4 ans, l'intégralité des fonctionnaires des 3 fonctions publiques doivent être formés aux valeurs de la République et à la laïcité. C'est génial sur le papier. En même temps, 4 ans, vous imaginez le nombre de fonctionnaires des 3 fonctions publiques, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, fonction publique d'État. Déjà, ça paraît infaisable. Alors, et puis c'est au ministère de s'organiser. Dans certains ministères, ça tombe bien parce qu'il y a des formations de 2 jours qui sont construites, mais certains ont mis en place des formations de 2 heures. Comment voulez-vous, en 2 heures, permettre à des fonctionnaires, quel que soit la fonction, d'avoir cette capacité à faire. Donc on voit qu'il y a une dichotomie aussi qui se met en place là-dessus. Et comment on fait? Donc il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux de combat, il y a des enjeux d'éducation populaire. C'est pour ça qu'on le fait aussi ici. Et à chaque instant, il faut être vigilant, il faut qu'on puisse s'engager parce que à force de ne pas s'engager pour la République, on va la perdre. On risque de la perdre. Il y a cette attaque et ces coups de butoir que d'autres projets ont, d'autres projets qui n'est pas républicain, qui n'est pas dans l'émancipation humaine. On est dans un monde où l'idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre, est vraiment c'est quelque chose qui est très prégnant, qui forme l'individu, qui lui donne ses convictions, et pour en sortir, c'est sacrément difficile. Et je sais pas, c'est vraiment la question là. Comment convaincre les gens que la raison est plus forte que tout ça? Parce que dans son idéologie propre, on est raisonné, on raisonne, on est raisonnable. Je nuancerai un peu le constat que vous avez fait. Moi, je dirais qu'on est dans une époque où les idéologies ont collapsé et elles ont été remplacées par le fait religieux. Enfin, c'est mon analyse du moins. Et parce que les grandes idéologies qui formaient le XXe siècle, je vais simplifier à l'extrême et vous m'en voudrez pas, mais le libéralisme et le collectivisme, hein, après c'est plein de nuances, mais eh bien le libéralisme n'a pas passé l'épreuve du succès, il a gagné par défaut, et le collectivisme a trébuché sur l'histoire. Il y a plus d'idéologie qui permet de se construire, qui permet de construire un réel débat politique, et ça profite au mouvement dit populiste, évidemment, et ça profite aux religieux, aux faits religieux excessifs, voilà, parce que on s'éloigne de cet esprit de raison, même si vous avez raison de dire que à titre individuel, en général, on est plutôt raisonnable, mais de manière collective, moi je crois qu'on est victime de ce collapse des idéologies politiques. À la maison des Honnêtes Épinettes, la maison de quartier des Honnêtes. Oui. Voilà, des Honnêtes Épinettes. Kinza, qui est la référente culturelle, fait un travail énorme sur la République. Et en particulier, donc, la représentation des symboles de la République, le drapeau, le bonnet phrygien, etc., etc. Et elle a fait tout un travail de photos avec des habitants du quartier, en leur demandant ce qui, pour eux, représentait les symboles ce que représentaient les symboles de la République. Et elle a des photos d'enfants dans le drapeau tricolore, elle a des photos d'enfants avec un bonnet phrygien, avec etc., etc. Et elle va monter donc une exposition que nous on va relayer. Donc si ça peut intéresser les réseaux, je te donne le tuyau et voilà. Tout ce qui permet de symboliser même une forme de patriotisme. N'ayons pas peur du mot. Il n'est pas interdit de célébrer les valeurs de la République française, d'être patriote comme l'a été Joséphine. Elle a été patriote, elle a défendu un pays parce que ce pays lui avait permis d'exister, de se réaliser. C'est pas le nationalisme, c'est pas la haine de l'autre, c'est l'amour des valeurs de notre pays. Et moi, je trouve pas ça. Moi, ça ne me dérange pas, voilà, à titre personnel. Régulièrement, quand je vais dans les établissements scolaires ou ailleurs, j'explique les 8 symboles de la République. Alors certains diront 7, moi je dis 8 parce que je compte la Marianne. Et j'explique et je montre en images les symboles. Il y a des symboles que personne ne connaît. Est-ce que vous savez que le faisceau de licteurs est un symbole de la République? C'est une double hache ou une hache simple ou avec une lance, avec des bâtons qui sont reliés les uns les autres, avec un bleu, blanc, rouge,
voilà, certains disent voilà, c'est un faisceau fasciste. Non, ça a été repris par les fascistes et tout ça. Et donc voilà, il y a des choses comme ça. Dire que le coq est un symbole de la République, le sceau de la République, j'explique ce que c'est un sceau quand on met de la cire sur les lettres pour mettre un sceau. Il y a un sceau de la République avec une statue de la liberté qui tient un faisceau de liqueur assise. Pourquoi? Bah pareil, réexpliquer l'histoire de la Statue de la Liberté, que c'est pas que c'est Auguste Bartholdi qui l'a créé et qu'il a d'abord eu un projet pour décorer le canal de Suez avec une femme au trait berbère qui tenait un flambeau, et puis que le gouvernement a dit oui, je finance, et finalement dit non, je ne finance pas. Et donc il a repris cette logique pour financer la Statue de la Liberté finalement, parce qu'il est revenu en France, il a eu un autre projet là-dessus. Il s'est dit je sais, je vais faire payer les Français par bon de souscription pour construire la statue, et je vais faire payer le peuple états-unien par bon de souscription pour payer le socle qui va permettre de poser le truc. Donc c'est vraiment le peuple français qui a fait un don au peuple états-unien. Il faut réexpliquer l'histoire là-dessus, et de réexpliquer que c'est la plus haute sculpture qui a été construite à la base. Et que après, tiens, si c'est la plus haute sculpture, comment on va faire? Alors, il fait appel à un ingénieur. Il lui dit, il faut mettre des sacs de sable à chaque étage pour tenir la superstructure. Sinon, moins de coups de vent, ça va tomber. Et là, patatras, qu'est-ce qui se passe? C'est que son ingénieur meurt. Alors il fait appel à un autre ingénieur. Et un certain Gustave Eiffel, qui va lui dire, voilà, on va mettre ossature, et voilà comment elle tient aujourd'hui. Et donc, réexpliquer l'histoire, réexpliquer l'esprit critique, parce que ça, c'est important, l'esprit critique, hein. On l'a un peu évoqué, mais quand on apprend tout ça, et l'histoire, justement, c'est un bel outil pour remettre en place quelques perspectives et comprendre que l'esprit critique, c'est quelque chose. Mais il y a plein d'expériences qu'on peut faire. La Terre plate, il y a des expériences extraordinaires pour démontrer que la Terre est ronde, qui existe. Et je sais que des associations d'éducation populaire le font. C'est éviter aussi toutes ces fake news, les fausses nouvelles, les fausses informations qui sont beaucoup plus faciles à faire passer, parce que justement, l'esprit n'est pas éclairé. Mais quand on le travaille, quand on le cultive, oui, c'est exigeant, oui, c'est du travail, mais quelle satisfaction après d'avoir compris quelque chose, hein, quand les messieurs, ça y est, j'ouvre les yeux, j'ai enfin découvert le joie de tout le monde. C'était difficile peut-être, mais j'ai réussi. Et c'est ça l'exigence aussi dans le savoir et dans la connaissance qui permet l'émancipation. C'est quand même terrible qu'on en soit à devoir expliquer que la Terre n'est pas plate. Hein, excusez-moi, mais bref, c'est comme ça. Mais quel recul. Pourtant, les images de Thomas Pesquet sont extraordinaires et criantes de vérité. Aujourd'hui, on peut le voir, mais avant que ça pénètre les esprits, j'ai l'impression que le chemin est long. Mais nous ne baisserons pas la garde. Vraiment, ce qu'on raconte là, ça pose de vraies questions sur la formation à l'école, parce que de 6 ans à 18 ans pour la plupart des enfants, on n'a pas appris, on n'est pas devenu raisonnable. Qu'est-ce qui se passe? J'ajouterais à ce constat que je partage, peut-être qu'on devrait se demander aussi qu'est-ce qui se passe dans les familles, hein, parce que quand même ils répètent ce qu'ils entendent à table. Moi, je pense que globalement les profs font leur travail. Après, si c'est tout déconstruit à la maison, voilà. Il y a eu un problème de transmission à un moment, oui, parce que si c'est répété dans les familles, c'est qu'à un moment il y a quelque chose qui n'a pas été transmis. Mais globalement, moi, je suis pas de ceux qui jettent l'opprobre sur les enseignants. Ils font ce qu'ils peuvent avec peu de moyens. C'est pas évident. C'est vrai que de toute façon, la solution, elle passera aussi par eux. Hein. Donc, tout ce qui peut renforcer l'éducation, tout ce qui peut renforcer l'enseignement, justement en passant aussi par tout ce que vous faites sur le terrain, ça me paraît absolument essentiel. De toute façon, aussi utiliser la technologie, parce que c'est vrai qu'on casse beaucoup de sucre à juste titre hein, sur les réseaux sociaux, mais c'est un outil, les réseaux sociaux. On peut aussi l'utiliser pour répandre des news à la place des fake news. C'est aussi à nous de nous emparer de ça. En revanche, je serais assez pour une forme de régulation, parce que moi, je suis écrivain. Quand j'écris une connerie, ça peut m'arriver, bien entendu. Mais si c'est une connerie très grave, je suis susceptible d'être condamné par un tribunal. Liberté d'expression, on revient à la question. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même encore toujours une forme d'impunité. Alors, je sais bien que c'est compliqué parce que il faut trouver des lieux où comment condamner. Il faut un habillage juridique. C'est peut-être assez intéressant d'y travailler quand même. Et puis, il faut être positif. Hein, je veux dire, on a quand même des choses bien qui se passent.
on a des capacités à faire. Vous savez, des fois, par exemple, on parle de lutte contre la radicalisation. Vous savez que faire des actions d'éducation populaire, c'est la prévention primaire de la lutte contre la radicalisation. Faire du lien familial, faire des actions pour la parentalité, ça en fait partie. Travailler l'esprit critique, après tous les individus, ça en fait partie. Et combien de structures d'associations d'éducation populaire, la MJC qui nous reçoit aujourd'hui et tellement d'autres également, le font au quotidien? Eh ben ça émancipe aussi. Et l'éducation nationale fait aussi son travail. Il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'à chaque fois, quand il y a un problème, une difficulté, on va voir cette difficulté, on va voir la limite, mais on ne voit pas aussi que l'éducation nationale, depuis combien de temps elle existe maintenant, depuis les lois Ferry, depuis la structuration, combien de citoyens ont été formés. Il faut rappeler la phrase de Condorcet. Condorcet disait, l'école est là pour construire des citoyens. Et on en a encore. Et on en a beaucoup. Oui, certains essayent de remplacer le citoyen par le consommateur. Faut peut-être ne pas tomber dans ce piège, mais on a aussi encore cette capacité-là à faire, et heureusement. Je cherche parce que ça me trotte dans la tête, la citation de Buisson sur l'école. J'adore cette phrase, et évidemment, dans ces cas-là, je ne la trouve plus. On peut parler de la formation aux valeurs de la République et laïcité. Formation de 2 jours complets. 9h à 17h. Une vraie formation de 2 jours, mais qui est ouverte à tous les bénévoles, qui est ouverte à tous les fonctionnaires territoriaux, qui est ouverte à tous les élus de la République, qui est ouverte au service civique, qui est ouverte au conseil d'administration, bénévoles, salariés d'associations, au médico-social. Vous voyez, c'est très large, cette formation. Et cette formation, reconnue par la NCT. La NCT, c'est l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est la politique de la ville. Et le CNFPT, la formation des fonctionnaires territoriaux, elle est diffusée partout en France depuis 2015. On est un certain nombre aussi dans cette salle à avoir eu l'habilitation de l'État pour dispenser cette formation. Et le mieux, c'est qu'elle est gratuite pour tout le monde. Si vous souhaitez, à l'issue de cette émission, on prendra vos coordonnées parce qu'on va en animer très bientôt. Et si vous n'êtes pas disponible très bientôt, on en animera d'autres. C'est pas un problème. Voilà. N'hésitez pas à la faire. Aujourd'hui, il y a un contrat d'engagement républicain que toutes les associations doivent signer. Et dans ce contrat d'engagement républicain, les présidents qui signent, on a une présidente ici, doivent absolument être sûrs que les valeurs de la République et le principe de laïcité soient respectés au sein de l'association. Pourquoi ils signent ces contrats? Parce que toutes les associations qui reçoivent des subventions publiques, ou des biens publics, ou des mises à disposition locaux, ça veut dire qu'une association qui a besoin juste d'une salle à la mairie 1 heure par an, parce qu'elle fait son assemblée générale, par exemple, et ben même elle doit signer ce contrat d'engagement républicain. Donc voilà, et ça, c'est depuis 2022, ce contrat. Donc c'est tout nouveau. Donc il y a des choses que la République peut faire aussi, qui est parfois pas mal à ce niveau-là. Eh bien là, faites en sorte que dans vos associations respectives, ça soit connu. Formez-vous à la laïcité, et vous allez pouvoir dire après, dans vos structures, regardez, on a tant de personnes qui ont fait cette formation valeurs de la République laïcité, on prend le problème à cœur, et donc on le fait, et on devient aussi porteur à notre niveau, parce que c'est chaque petite pierre qui construit l'édifice. Donc il faut pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour essayer d'avoir un monde un petit peu plus meilleur et plus éclairé qu'on peut faire, et ça c'est vraiment assez essentiel. Alors j'en ai retrouvé une autre de Buisson qui est pas mal, je trouve, c'est l'enseignement, c'est Ferdinand Buisson, l'enseignement sera neutre s'il s'abstient de toute incursion dans le domaine des croyances religieuses, s'il se garde également de plaider pour ou contre aucune d'elles, s'il évite toute allure de propagande agressive ou de prosélytisme soit confessionnel, soit anticonfessionnel. Mais il doit affirmer les vérités scientifiques, sans se mettre en peine de savoir si l'Église les a condamnées, les vérités historiques sans se préoccuper de les faire tourner invariablement à l'honneur du Vatican, les vérités politiques et sociales, essence de la démocratie, sans se soucier de les mettre d'accord avec la politique passée ou présente du Parti catholique. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il dirait peut-être pas, il qualifierait pas les choses de la même manière. Néanmoins, lorsqu'il met en avant la nécessité d'aller sur les vérités historiques et d'aller sur la vérité scientifique, je crois que là, on peut à nouveau travailler dans l'esprit de Ferdinand Buisson. Eh bien, on va te remercier, on peut l'applaudir parce que... Retrouvez l'ensemble de nos podcasts
Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Parce que c'est mérité. Alors, nous, on va faire notre pause estivale, bien sûr, mais on va revenir en septembre. C'est pas fini, les émissions Parlons la laïcité. La prochaine aura lieu le 7 septembre, puisque c'est à chaque fois tous les premiers jeudis de chaque mois. Et on va parler laïcité et astronomie. Ah, pourquoi l'astronomie? Parce qu'on va avoir un docteur en astronomie qui va venir, Tristan Decker, qui travaille au musée de l'air et de l'espace, qui va nous parler de ce sujet. Et donc, on va vous donner cet rendez-vous et puis on verra voir qu'est-ce que se passe à la laïcité dans les étoiles. Merci beaucoup, merci Laurent et bonne soirée à tous. À bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.